As-tu déjà tout fait pour bien faire et pourtant été mis de côté? As-tu aidé tout le monde autour de toi pour ensuite réaliser que personne ne se souvenait de toi? J'ai grandi en pensant que la famille, c'était l'amour, l'affection, le respect. Mais j'ai découvert que certaines personnes ne restent près de toi que tant que tu leur es utile. Je n'ai jamais voulu me battre. Je voulais juste qu'on me traite comme une fille. Et c'est quand j'ai arrêté de dire oui à tout que j'ai vu qu'ils m'aimaient vraiment. Après ça, les choses ont changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je m'appelle Cécile, j'ai 34 ans et je vis à Nancy, dans le nord-est de la France. Je travaille comme superviseuse de sécurité dans une entreprise de transport public. Ce n'est pas un métier qui attire l'attention, mais c'est grâce à lui que j'ai gagné mon indépendance. Chaque jour, je me lève tôt, je prépare mon café, ma gamelle, et je marche jusqu'à l'entreprise. C'est une routine simple, mais j'aime ma vie comme elle est. Depuis toute petite, j'ai toujours été celle qui réglait tout à la maison. Quand ma mère était malade, c'était moi qui l'emmenais chez le médecin. Quand mon père a perdu son emploi, c'est moi qui ai payé les factures. Même en travaillant beaucoup, je trouvais toujours le temps de faire les courses pour eux, d'aider là où il le fallait. Je pensais que c'était ça, l'amour. Qu'un jour, ils me regarderaient avec la même tendresse qu'ils avaient toujours eue pour ma petite sœur, Aurélie. Aurélie a 31 ans et a toujours été la préférée. Elle est plus coquette, parle à tout le monde avec une douceur qui charme, toujours encensée lors des repas de famille. Moi, je suis plus directe. Je n'ai jamais prêté attention aux vêtements chics ou au maquillage, et ça a toujours fait qu'on m'écartait. Aux réunions de Noël, tout le monde demandait des nouvelles des voyages d'Aurélie, de son nouveau petit ami, de ses photos magnifiques qu'elle publiait. Et quand on me regardait, on se contentait de dire « Oh, Cécile, elle travaille beaucoup, comme d'habitude. » Je pensais que ça passerait, qu'un jour, ils verraient à quel point je me donnais. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Pendant 2 ans d'affilée, c'est moi qui ai payé l'électricité, l'eau, l'Internet de la maison de mes parents. Quand la voiture de mon père est tombée en panne, c'est moi qui l'ai fait réparer. Quand ma mère a eu besoin de médicaments coûteux, je me suis précipitée à la pharmacie. Mais personne ne m'a jamais demandé si j'allais bien. On ne m'a jamais proposé un verre d'eau quand j'arrivais chez eux. Pourtant, j'ai continué à aider, parce que je pensais que c'était juste. Jusqu'à ce qu'un jour, tout change. C'était l'anniversaire de ma mère. J'ai toujours tenu à m'occuper de la nourriture, de la décoration, des petits gâteaux qu'elle aimait. Cette année-là, je m'étais organisée à l'avance. J'avais pris 3 jours de congé pour pouvoir arriver plus tôt chez eux et tout préparer. Quand j'ai appelé pour prévenir que je serais là le jeudi après-midi, c'est mon père qui a répondu. Il est resté silencieux quelques secondes, puis il a parlé d'un ton différent. « Cécile, il vaut mieux que tu ne viennes pas cette année. » Sur le moment, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'Aurélie viendrait avec son nouveau petit ami, un homme d'une famille importante, qui travaillait dans les investissements à Paris, très poli, très élégant. « Ta présence pourrait créer un malaise, » a-t-il dit. « Ton franc-parler pourrait ne pas être bien perçu. Mieux vaut éviter. » Je n'ai pas compris. « Tu me demandes de ne pas venir à l'anniversaire de maman? Après tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années? » Et il a répondu, « Je ne veux pas que tu te sentes humilié. Si tu insistes, ne m'appelle plus papa. » Et il a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main, sans réagir. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais je n'ai pas pleuré. Je me suis levée et je suis allée à mon ordinateur. J'ai ouvert le site de ma banque. Là, il y avait toutes les transactions que j'avais faites pour eux. Plus de 14 000 €. De l'argent que j'envoyais mois après mois, sans qu'on me dise s'il vous plaît ou merci. Ils pensèrent que c'était mon devoir. Sur le champ, j'ai annulé tous les prélèvements automatiques. Électricité, eau, Internet, télévision par câble. Tout. J'ai fermé l'écran de l'ordinateur et je me suis assise sur le canapé. Le monde semblait plus silencieux que jamais. Je n'avais pas de colère. Juste un vide. Une fatigue que je portais depuis des années et que je n'ai réalisé qu'à ce moment-là. Je n'ai plus envoyé de messages. Je n'ai pas appelé. Et le jour de l'anniversaire de ma mère, je suis restée chez moi. J'ai fait un gâteau au chocolat, j'ai mis une bougie au milieu et je l'ai mangé seule. À 17 h, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai ignoré. Peu après, un message est arrivé. « Cécile, l'électricité est coupée. Tu sais ce qui se passe? » Puis un autre. « On n'a plus d'Internet. » L'eau est coupée aussi. Tu peux régler ça? J'ai regardé mon téléphone un moment, j'ai respiré profondément et je l'ai posé sur la table, sans répondre. Cette nuit-là, j'ai dormi tôt, sans culpabilité, sans poids. C'était comme si j'avais enlevé un vieux manteau qui me serrait depuis des années. Pour la première fois, je ne me sentais pas obligée de réparer ce que je n'avais pas cassé. Le lendemain matin, je suis partie travailler comme toujours. Je suis arrivée tôt, j'ai pris mon café dans la salle des employés et je me suis concentrée sur les tableaux de la semaine. Le téléphone est resté en mode silencieux. Je ne voulais rien qui puisse troubler ce moment de calme. Quand je suis rentrée chez moi en fin de journée, j'avais d'autres messages. Un de ma mère, disant que les invités arrivaient et que tout était chaotique. Le frigo éteint, le four hors service, la maison sans eau. Un autre de mon père, plus sec. «
Tu peux régler ça vite? Ça dépasse les bornes. Et un dernier d'Aurélie, maman est au bord des larmes. C'est son jour. Pourquoi tu fais ça? J'ai regardé ces messages un moment. Tous avaient le même ton. Personne ne demandait comment j'allais. Personne ne se souvenait que j'avais été interdite de venir. C'était comme si seul leur confort comptait. Comme si j'étais encore responsable de tout, même après avoir été exclue de la fête. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit une longue réponse. J'ai écrit tout ce que je voulais dire depuis des années. Mais ensuite, j'ai effacé. Ils n'allaient pas comprendre. Ils n'avaient toujours vu que ce qu'ils voulaient voir. Le lendemain, une collègue est entrée dans mon bureau et m'a dit que l'entreprise accueillait un nouvel employé. Elle a mentionné son nom, Julien Dumas. En entendant ce nom, j'ai eu un frisson. C'était le même qu'Aurélie avait mentionné quelques jours plus tôt, le fameux petit ami élégant. Celui qui venait de Paris, qui travaillait dans les investissements. Je suis allée sur le système interne de l'entreprise et j'ai regardé la fiche du nouvel employé. C'était bien lui, Julien Dumas, analyste financier senior, transféré de la branche parisienne à Nancy. Et le plus curieux, l'approbation de son transfert avait été signée par moi. Sans m'en rendre compte, j'avais autorisé l'arrivée du petit ami de ma sœur pour travailler avec moi. La vie a de ses ironies. Il m'avait exclu de l'anniversaire à cause d'un homme qui, désormais, entrerait tous les jours dans la même salle que moi. Je ne savais pas quoi faire. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de ne rien faire. Juste attendre. 3 jours plus tard, il est arrivé. Bien habillé, une mallette noire à la main, il a frappé à la porte de mon bureau, est entré et s'est arrêté. Quand il m'a vu, il a eu l'air choqué. « Cécile ?» a-t-il demandé, incrédule. J'ai souri légèrement et répondu calmement. « Bienvenue dans l'équipe. On va revoir les rapports financiers de cette semaine. J'espère que tu t'adapteras bien. » Il n'a rien dit de plus. Il a pris les documents et est sorti, le visage blême. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, ni de m'expliquer. La vérité s'était révélée d'elle-même. Je n'avais jamais eu besoin de prouver ma valeur à qui que ce soit. Mais maintenant, l'homme que ma famille voulait tant impressionner allait voir, tous les jours, qui était la femme qu'ils avaient toujours ignorée. Et le meilleur, je n'avais rien eu à faire pour que ça arrive. La semaine suivante, Julien avait déjà compris qui j'étais dans l'entreprise. Il a commencé à me traiter avec beaucoup de respect. Il n'a jamais reparlé de ma sœur, ni de la fête. Mais on voyait dans ses yeux qu'il était mal à l'aise. Un jour, au déjeuner, il s'est arrêté devant moi et a dit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de comment ta famille te traitait. J'ai juste répondu « Maintenant, tu sais. » Et tu n'as pas à t'excuser. Comprends juste que j'ai arrêté d'accepter moins que ce que je mérite. Le soir même, j'ai reçu un message d'Aurélie. « Julien est bizarre. Tu lui as dit quelque chose ?» J'ai regardé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Moins d'une demi-heure plus tard, un autre est arrivé. « S'il te plaît, réponds-moi. » Il dit qu'il est perdu, qu'il doit réfléchir à notre relation. Et voilà, il avait suffi qu'il me voie tel que je suis pour qu'il comprenne de quel côté était la vérité. Mais je ne voulais pas de conflit, je voulais juste la paix. Et ça, enfin, je commençais à la trouver. Je voulais juste pouvoir respirer sans le poids des obligations, sans la culpabilité de ne jamais être assez. D'ailleurs, si tu lis jusqu'ici, peut-être que cette histoire t'a touché toi aussi. Alors dis-moi, as-tu déjà vécu quelque chose de similaire? As-tu été mis de côté malgré tout ce que tu as fait pour quelqu'un? Écris-le dans les commentaires. J'ai vraiment envie de lire ton histoire. Et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne. Quand tu commentes, aimes ou t'abonnes, tu aides cette histoire à atteindre plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Mais fais-le seulement si tu penses que ça en vaut la peine, d'accord? 2 jours plus tard, Julien est revenu dans mon bureau à la fin de la journée. Il a frappé à la porte avec une attitude différente, plus calme, mais on voyait qu'il était tendu. Il tenait une enveloppe blanche. Il s'est assis en face de moi et a dit « J'ai rompu avec Aurélie hier soir. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Après t'avoir vu ici, après avoir compris qui tu étais, je n'ai pas pu ignorer ce qu'on m'avait raconté. J'ai vu comment elle parlait de toi, comment ta famille te traitait. Et maintenant, je comprends. J'étais du mauvais côté. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait vraiment gêné, mais pas pour moi, pour lui-même. Et ça m'a surprise. J'ai juste dit « Tu as fait ce que tu pensais juste. Maintenant, vis ta vie. Et moi, je vivrai la mienne. » Il a hoché la tête, a laissé l'enveloppe sur la table et est parti. Quand il est sorti, j'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre d'excuse, écrite à la main. À la fin, il me remerciait d'avoir été assez forte pour rester silencieuse. Il disait que ce silence parlait plus fort que n'importe quel cri. À ce moment-là, j'ai compris que ma plus grande force était de tenir bon, sans plier. Je n'avais pas eu besoin de faire un scandale, ni de me justifier. J'avais juste vécu ma vie et laissé les autres voir de leurs propres yeux. Et ce qu'ils ont vu valait plus que 1000 mots. Le lendemain matin, je suis partie me promener avant le travail. L'air était frais, le ciel dégagé. En marchant, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais prouver ma valeur, que si j'aidais plus, si je me sacrifiais davantage,
il finirait par me voir. Mais ce n'était pas vrai. Parfois, les gens ne nous voient que quand on arrête de se cacher derrière notre propre bonté. En rentrant chez moi, j'ai vu que mon téléphone était rempli de nouveaux messages. La plupart d'Aurélie. Tous longs, désespérés, disant que son couple était au bord de la rupture, qu'elle avait besoin d'aide, que je ne pouvais pas rester silencieuse maintenant. Dans l'un d'eux, elle a écrit « Tu es la seule qui peut le convaincre de revenir. Il te respecte. Si tu lui parles, il pourrait changer d'avis. » J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Moi, qui étais jusqu'à récemment la honte de la famille, j'étais maintenant son seul recours. Mais je ne voulais pas m'en mêler. Ce n'était pas à moi de réparer ce qu'elle avait elle-même brisé. Et même si j'avais pu dire quelque chose, je n'en avais pas envie. Parce que je savais que n'importe quel mot de ma part serait déformé. C'était toujours comme ça. Quand je parlais, j'étais arrogante. Quand je me taisais, j'étais froide. Quand j'aidais, c'était mon devoir. Et quand je disais non, j'étais ingrate. Alors cette fois, j'ai encore choisi le silence. Et ce silence était ma réponse la plus claire. À la fin de cette semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma tante Fabienne, la seule de la famille qui m'avait toujours traitée avec un peu plus de respect. Elle était simple, vivait à la campagne, mais envoyait toujours des messages pour les fêtes, demandait de mes nouvelles sans rien attendre en retour. J'ai répondu, et elle a commencé par « Salut ma petite, tout va bien pour toi ?» Cette question m'a touchée, parce que ça faisait longtemps que personne ne me l'avait posée sincèrement. Je lui ai raconté ce qui se passait, sans entrer dans les détails. Elle a tout écouté en silence et a simplement dit « Tu as bien fait ». Parfois, quand on arrête d'accepter ce qui nous fait mal, les gens pensent qu'on est dur, mais en vérité, on prend juste soin de soi, et tu as tout à fait le droit de le faire. Ça m'a fait du bien. Je me suis sentie accueillie, comme si, au milieu de toute cette confusion, quelqu'un m'avait enfin vue pour de vrai. Après cet appel, je me suis assise sur mon balcon, comme tous les soirs. J'ai pris un vieux carnet et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur ce que je ressentais, sur ce que c'était de grandir en étant ignorée, sur la douleur de tout donner et de ne toujours pas être assez. Mais j'ai aussi écrit sur la manière dont j'apprenais à faire la paix avec ça, à accepter que tous les liens ne sont pas sincères, et que parfois, il faut en couper certains pour pouvoir mieux respirer. Là, dans ce silence paisible, j'ai compris que ma valeur n'avait jamais dépendu du regard des autres, et que ce n'était pas mon rôle de porter tout le monde sur mes épaules. J'avais ma propre vie, mes choix, mes douleurs, et aussi ma force, et c'est avec elle que j'allais avancer. Le lundi suivant, vers 10 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Je ne voulais pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à glisser mon doigt sur l'écran et à porter le téléphone à mon oreille. Elle a parlé lentement, comme si elle choisissait chaque mot. Elle disait qu'elle voulait discuter en personne, qu'elle voulait venir chez moi avec mon père. J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu que c'était important. J'ai pris une grande inspiration. J'ai pensé à refuser, mais une part de moi voulait entendre ce qu'ils avaient à dire. J'ai fixé rendez-vous pour le soir même. Ils sont arrivés à 19 heures précises. Mon père, avec son air sérieux habituel, ma mère avec les yeux cernés, comme si elle avait pleuré. Aucun des deux ne m'a enlacée. Moi non plus. On s'est juste regardé quelques secondes avant de s'asseoir. Je leur ai proposé de l'eau. On est restés tous les trois silencieux, jusqu'à ce que ma mère sorte une feuille pliée de son sac. Elle l'a posée sur la table comme si c'était un cadeau. Mon père s'est raclé la gorge et a commencé à parler. « Cécile, on sait qu'on a fait des erreurs. On sait que tu as beaucoup fait pour nous toutes ces années, que tu as payé les factures, que tu as toujours été là. La vérité, c'est qu'on ne t'a jamais vraiment remercié pour ça. » Il s'est arrêté, attendant une réaction. Mais je suis restée silencieuse. Il a continué. « Aurélie est très affectée par la fin de sa relation. La maison a des problèmes. On n'a pas assez d'argent pour tout gérer maintenant. Alors, on a pensé à une solution. » Ma mère a enchaîné. « Tu as un bon travail, Cécile. Tu as toujours été organisée avec l'argent. Alors, on s'est dit, peut-être que tu pourrais aider avec une somme mensuelle. Disons 2000 €, juste jusqu'à ce que les choses s'améliorent. » J'ai regardé cette feuille. C'était un budget. Ils avaient tout noté. Électricité, eau, nourriture, médicaments, entretien de la voiture. Aucun remerciement. Aucun mot sur ce qu'ils m'avaient dit au téléphone quand ils m'avaient interdit de venir à l'anniversaire. Aucune excuse pour leur mépris, juste des chiffres. Juste un plan où, encore une fois, j'étais celle qui portait tout. J'ai respiré profondément. Je me suis levée de la table et je suis allée à la fenêtre. J'ai regardé la rue. Il faisait noir. Quelques fenêtres étaient encore allumées. Je suis revenue dans le salon et j'ai parlé sans hausser la voix. « Vous m'avez exclue d'une fête que j'ai aidé à financer pendant des années. Vous avez dit que ma présence serait un problème. Et maintenant que vous n'avez plus d'électricité ni d'argent, vous pensez à moi. » Mon père a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. « Je ne suis pas une banque. Et je ne suis pas un bouton d'urgence. Je suis votre fille. Et vous m'avez traitée comme une employée. Une employée que vous ne respectez pas, mais dont vous attendez qu'elle règle tout. » Ma mère a commencé à pleurer, disant que ce n'était pas tout à fait ça, que les mots avaient mal été choisis, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Je l'ai écoutée, sans l'interrompre. Quand elle a fini,
j'ai dit calmement. Je n'ai pas de rancune. Mais je n'ai plus non plus l'obligation de faire partie de quelque chose qui ne me cherche que quand il a besoin de moi. Je me suis levée, je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. Ils ont compris. Ils ont pris leurs affaires, sont sortis lentement, sans rien dire de plus. Quand j'ai fermé la porte, j'ai ressenti un mélange de fatigue et de soulagement. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Cette semaine-là, j'ai reçu encore quelques messages d'Aurélie. Certains longs, d'autres courts, tous avec le même ton. Du regret mêlé d'orgueil. Elle disait qu'elle était perdue, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois si dure. Dans l'un d'eux, elle a écrit « Julien m'a quittée à cause de toi. Il n'a vu mon côté que parce que tu es restée silencieuse. » J'ai relu cette phrase plusieurs fois. C'était incroyable comme elle me rendait encore responsable de tout. J'ai écrit une réponse simple. Ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qu'il a vu. J'ai envoyé et j'ai éteint mon téléphone pendant 2 jours. J'avais besoin d'un vrai silence. J'avais besoin de m'éloigner de toute pression. À l'entreprise, Julien continuait son travail efficacement. On ne parlait que de sujets professionnels. Il n'a plus jamais mentionné Aurélie. Et j'en étais reconnaissante. Je restais concentrée sur ce qui comptait. Pour la première fois depuis longtemps, je mettais ma vie en avant. Et je n'avais aucune culpabilité à le faire. Le vendredi, ma chef m'a appelée pour une discussion rapide. Elle m'a dit qu'elle avait reçu des compliments sur mon attitude, mon leadership, ma façon de gérer les situations difficiles. Et elle m'a annoncé que j'allais être promue. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Sur le moment, j'ai souri intérieurement. Ce n'était pas seulement une victoire professionnelle, c'était personnel. Comme si la vie me disait « Tu as bien fait ». Ce week-end-là, j'ai décidé de sortir un peu de chez moi. Je suis allée dans un marché de quartier, j'ai acheté des fleurs et un morceau de tarte aux pommes. C'était simple, mais ça me faisait plaisir. Je suis rentrée à pied en observant les rues de mon quartier avec plus d'attention. Tant de choses avaient changé en si peu de temps qu'on aurait dit une autre vie. Mais c'était la même. La différence, c'est que maintenant, je me regardais avec plus de tendresse. En arrivant chez moi, j'ai reçu un appel de ma tante Fabienne. Elle voulait savoir comment s'était passée la visite de mes parents. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Je sais que c'était dur, mais tu avais besoin de t'écouter toi aussi. Tu as passé trop de temps à écouter tout le monde sauf toi-même. » Cette phrase m'a accompagnée pour le reste de la journée. Le dimanche, j'ai visité une foire aux livres d'occasion sur la place centrale de Nancy. Là, j'ai rencontré une dame qui vendait des carnets artisanaux. J'ai craqué pour l'un d'eux, avec une couverture bleu clair et une couture simple. Je l'ai acheté et j'ai décidé que j'y écrirais tout ce que je gardais encore en moi. Pas pour que les autres le lisent. Mais pour moi, parfois, on accumule tellement de choses dans la tête qu'on ne se rend pas compte du poids. Et j'avais besoin d'alléger un peu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué quelque chose de différent au travail. Les gens me regardaient avec un autre type de respect. Peut-être à cause de la promotion, peut-être à cause de ma façon de gérer les choses. Mais je savais que le vrai changement n'était pas chez les autres. Il était en moi. Pour la première fois, je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. J'étais juste moi, avec assurance, mais aussi avec paix. Un après-midi, Julien m'a appelé dans son bureau. Il voulait me parler de quelque chose. Il demandait un transfert dans une autre unité. Il disait que l'ambiance était bonne, mais qu'il sentait le besoin de repartir de zéro ailleurs. Il l'a dit avec sincérité, en me regardant dans les yeux. J'ai simplement répondu « Tu as le droit de suivre ce qui a du sens pour toi. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. » Il m'a remercié. Avant de partir, il a marqué un silence de quelques secondes et a dit « Tu es une femme très forte. J'espère qu'un jour, ta famille le reconnaîtra. » J'ai juste souri et hoché la tête. Il est sorti. Et je suis retournée à mon travail, avec une étrange légèreté. Pas parce qu'il partait, mais parce que cette histoire, qui n'avait jamais vraiment été la mienne, touchait enfin à sa fin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite. C'était de ma mère. L'enveloppe était froissée, comme si elle avait été transportée longtemps. Elle disait qu'elle réfléchissait beaucoup, que les mots de mon père au téléphone ne reflétaient pas ce qu'elle ressentait, qu'elle s'était elle-même perdue dans les comparaisons entre Aurélie et moi, et qu'en regardant les vieux reçus des factures, qu'elle gardait encore dans une boîte, elle avait réalisé tout ce que j'avais fait pour eux. Elle s'excusait, pas pour tout, mais pour une partie de ce qui s'était passé. Elle disait qu'elle comprendrait si je ne voulais pas me rapprocher, mais qu'elle essayait de changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas pleuré, mais je n'étais pas indifférente non plus. Je ne savais pas si c'était sincère ou juste une tentative pour ouvrir une porte à de nouvelles demandes. Mais le simple fait qu'elle ait été écrite sans rien exiger, sans me blâmer, était déjà un progrès. J'ai rangé la lettre dans mon nouveau carnet entre 2 pages blanches. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas, mais pour l'instant, le silence suffisait. Le samedi suivant, je suis allée dans une petite librairie que j'avais toujours voulu visiter. J'ai commandé un cappuccino avec de la chantilly et je me suis assise près de la fenêtre. J'avais emporté mon carnet. J'ai écrit une lettre que je n'enverrai jamais. C'était pour moi. J'ai écrit sur toutes les fois où je me suis tue, où je me suis pliée, où j'ai accepté peu en pensant que c'était normal. Et j'ai aussi écrit sur la façon dont j'apprenais à changer, à poser des limites, à me prioriser sans culpabilité. Dans ce texte, pour la première fois,
J'ai écrit quelque chose que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Je mérite le même soin que j'offre aux autres. Cette phrase est restée là, au milieu de la page, comme un rappel que je pourrais relire chaque fois que j'oublierais. En rentrant chez moi, je suis passée devant un kiosque à journaux. Une dame feuilletait des magazines et a murmuré « Vous êtes la fille de l'entreprise de transport, non? Je vous ai vue à la réunion la semaine dernière. J'ai aimé votre façon de parler. Claire, ferme, sans être agressive. J'ai remercié. Surprise. Parfois, on pense que personne ne nous voit, mais il y a toujours quelqu'un qui regarde. Cette nuit-là, j'ai dormi tôt, sans projet, sans hâte, juste avec la sensation que, enfin, j'étais sur le bon chemin. Le lundi, en arrivant à l'entreprise, j'ai senti une ambiance différente. Le directeur général était venu de Paris pour une réunion avec tous les chefs d'équipe. C'était rare qu'il se déplace. Tout le monde était un peu tendu. On est allé dans la salle de conférence, on s'est assis autour de la grande table ovale, et il a commencé la réunion en parlant de restructuration interne. Il a dit que la branche de Nancy donnait l'exemple aux autres unités et que de nouveaux projets seraient pilotés d'ici. En disant cela, il m'a regardé directement et a ajouté « Et c'est pourquoi nous avons choisi Cécile pour diriger le nouveau projet pilote. » Tout le monde m'a regardé. J'étais surprise, mais je suis restée calme. J'ai remercié et dit que je ferais de mon mieux. Il m'a tendu un rapport épais et a clos la réunion. En sortant, plusieurs collègues sont venus me féliciter, même ceux qui ne me parlaient jamais. C'était étrange de voir que, seulement maintenant, après tout ça, les gens reconnaissaient mes efforts. Mais je n'avais pas de vanité, juste du soulagement, comme si, enfin, j'étais à ma place. À l'heure du déjeuner, je me suis assise seule, comme toujours. Mais cette fois, pas par solitude. Par choix. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Ils commencent à voir ce que j'ai toujours été. Mais maintenant, je n'ai plus besoin qu'ils voient. J'ai juste besoin d'avancer. » Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'Aurélie. Court. « Julien va vraiment quitter l'entreprise ?» J'ai répondu simplement « Oui. » Elle a tapé quelque chose, effacé, puis écrit autre chose. Il a dit qu'il te respectait beaucoup. Que tu étais plus femme que nous toutes réunies. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la notification et rangé mon téléphone. Pas parce que je voulais l'ignorer, mais parce que j'avais appris que je n'avais plus besoin de réagir à tout. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe laissée par mon père à la réception de l'immeuble. Le portier me l'a donnée. Je suis montée avec ça en main, sans savoir à quoi m'attendre. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai ouverte. C'était aussi une lettre, écrite d'une écriture ferme. Il disait qu'il ne savait pas comment s'approcher de moi, qu'il n'avait jamais été doué avec les mots, qu'il avait fait beaucoup d'erreurs. Il parlait de son enfance, de son père dur avec lui, et comment ça l'avait rendu incapable de montrer de l'affection. À la fin, il a écrit « Je ne sais pas demander pardon, mais si un jour tu peux, donne-moi une autre chance d'être ton père. » J'ai lu la lettre en silence. Elle était froide par moments, mais il y avait un effort que je n'avais jamais vu avant. Je n'ai pas pleuré. Mais je n'ai pas ignoré non plus. Je l'ai rangée avec celle de ma mère. Peut-être qu'un jour, je regarderai ces deux feuilles et penserai à ouvrir une conversation. Peut-être pas. Pour l'instant, le simple fait qu'il ne demande pas d'argent était déjà quelque chose de nouveau. À la fin de cette semaine, ma tante Fabienne est venue me rendre visite. Elle est arrivée avec un sac de pain frais et un petit bouquet de fleurs des champs. Elle souriait, comme toujours. On s'est assise sur le balcon et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces derniers jours. La nouvelle fonction à l'entreprise, la lettre de mon père, le message de ma sœur. Elle écoutait tout avec attention et, quand j'ai fini, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. « Tu n'es pas devenue quelqu'un d'autre, Cécile. Tu as juste enlevé le masque de l'obligation. Maintenant, c'est toi, la vraie. » Elle est restée 2 heures. On a ri de vieilles histoires, on a évoqué des souvenirs d'enfance, et à la fin, elle m'a serré fort dans ses bras. Elle a dit « Tu as toujours été la plus forte. Ils ont juste mis du temps à le voir. » Cette embrassade était la première sincère que je recevais de ma famille depuis longtemps, et même si elle venait seulement d'elle, elle valait pour tous ceux qui n'avaient jamais eu lieu. Le samedi, je suis partie me promener dans le parc. La journée était ensoleillée, le ciel clair, l'air frais. J'ai pris mon carnet et je me suis assise sur un banc près d'une fontaine. À côté de moi, une dame lisait un livre. Un enfant courait après un chien. C'était un de ces moments simples qu'on garde sans s'en rendre compte. J'ai écrit à nouveau. Cette fois, pas pour me défouler, mais pour remercier. J'ai écrit « Merci d'être resté debout. Merci de ne pas t'être perdu en essayant de plaire à tout le monde. Merci d'avoir choisi de vivre pour toi. » J'ai rangé le carnet, je me suis levée et j'ai continué à marcher, avec des pas légers, sans hâte. Pour la première fois, je savais exactement où je voulais aller. Je n'avais plus besoin d'approbation ni d'applaudissements. Je voulais juste continuer à être qui je suis, avec dignité et respect. Et ça, plus personne n'allait me le prendre. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation à participer à une conférence sur le leadership féminin dans les entreprises publiques. Je n'aurais jamais pensé qu'on me contacterait pour ça. J'ai toujours été discrète, je n'aimais pas me mettre en avant, mais j'ai accepté. Je me suis dit que ce serait peut-être une belle occasion de montrer que des femmes comme moi,
invisibles pendant des années au sein de leur propre famille, ont aussi une voix. Je suis arrivée à l'événement avec une tenue simple. Comme toujours, je me suis assise au premier rang. J'ai écouté d'autres femmes raconter leurs histoires de lutte, de choix difficiles, de silences qui se sont transformés en force. Je me sentais chez moi là-bas. Quand est venu mon tour de parler, je suis montée sur scène avec le cœur calme. J'ai pris le micro, j'ai regardé le public et j'ai dit « Je m'appelle Cécile ». Et pendant longtemps, j'ai cru qu'être utile était la seule façon d'être aimée. Aujourd'hui, je sais que je mérite l'amour même quand je ne résous rien. La salle est restée silencieuse. Certains prenaient des notes, d'autres me regardaient simplement. J'ai raconté, avec des mots simples, ce que ça faisait d'être mise de côté par ma propre famille. Même en payant leurs factures, même en étant toujours là. J'ai parlé du jour où j'ai été interdite d'aller à l'anniversaire de ma mère, et du jour où la vie a retourné la situation en plaçant le petit ami de ma sœur dans mon bureau, sous mes ordres. Je ne l'ai pas raconté par vengeance. Je l'ai raconté parce que c'était vrai. Et à la fin, j'ai dit que ce qui m'avait le plus guéri, c'était le silence. Pas celui qui fait mal, mais celui qu'on choisit. Le silence qui vient quand on arrête de quémander le respect et qu'on commence à se respecter soi-même d'abord. Quand j'ai fini, j'ai été applaudie. Pas à cause de la douleur, mais pour le courage de continuer. Après l'événement, plusieurs personnes sont venues me parler. Une jeune femme de mon âge, les yeux pleins de larmes, m'a dit « Tu as raconté mon histoire ». J'ai souri, parce que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. En rentrant chez moi, je me suis assise dans le train et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières défilaient vite. Mais en moi, tout était lent, léger. Comme si j'avais libéré quelque chose qui était enfermé depuis trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Et le lendemain, j'ai reçu un email inattendu. C'était de Julien. Il était déjà dans sa nouvelle unité, à Lyon. Il écrivait pour me remercier d'avoir été respectueuse malgré tout. Il disait que cette situation lui avait ouvert les yeux, pas seulement sur Aurélie, mais sur la façon dont il traitait les gens autour de lui. À la fin du message, il a écrit « Tu ne m'as rien dit, mais tu m'as appris plus que n'importe quelle conférence. » Je l'ai lu et archivé. C'était beau de recevoir ça, mais ce n'était pas quelque chose que j'attendais. Je n'avais plus besoin de ces validations. Elles étaient à bienvenue, mais pas essentiel. Je savais déjà qui j'étais, et ça suffisait. Le vendredi, la directrice de l'entreprise m'a convoquée dans son bureau. Elle m'a dit qu'un poste de coordination nationale allait s'ouvrir au prochain trimestre, et qu'elle voulait me recommander. J'étais surprise. Je n'avais jamais imaginé quitter Nancy. J'étais très attachée à ma ville, à ma routine, mais une part de moi voulait aussi découvrir de nouveaux horizons. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Et elle a compris. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en pensant à ma vie, à tout ce qui avait changé en quelques mois. Moi, qu'on voyait comme la fille effacée, j'étais maintenant appelée à diriger un projet national. Moi qu'on avait exclu d'un anniversaire, j'étais maintenant invitée à donner des conférences. La vie n'avait pas été tendre, mais elle ne m'avait pas non plus brisée. Et c'était ce qui comptait le plus. Le week-end, je suis allée voir ma tante Fabienne. J'ai apporté un gâteau au citron et du thé à la menthe. On s'est installé dans son jardin, rempli de plantes et de fleurs. Je lui ai parlé de l'offre pour le nouveau poste. Elle a souri et a dit « Tu vas accepter, n'est-ce pas ?» Je n'étais pas encore sûre, mais à ce moment-là, elle m'a regardée et a dit « Ma fille, maintenant, c'est ton tour de vivre pour toi. Tu as déjà trop vécu pour les autres. » En rentrant chez moi, je savais que la réponse était en moi. Je devais juste l'écouter calmement. Et ce soir-là, en écrivant dans mon carnet bleu, j'ai pris une décision sur papier. Oui, je vais le faire. C'était plus qu'accepter un nouveau poste. C'était dire oui à moi-même. C'était avancer, sans porter un poids qui n'était pas le mien. Le lundi, je suis arrivée tôt à l'entreprise. J'ai donné ma réponse à ma chef et j'ai reçu une accolade chaleureuse de sa part. « Tu vas faire un travail incroyable, Cécile. » J'ai souri, confiante. Les dernières semaines à Nancy ont passé lentement. Je voulais profiter de chaque détail avant de partir. J'ai dit au revoir à mes collègues. Je les ai remerciés pour tout ce que j'avais appris là-bas. J'ai tenu à parler avec chacun. Pas en tant que chef, mais en tant que quelqu'un qui avait passé des années dans le silence et qui apprenait maintenant à s'exprimer. Le dernier jour était calme. J'ai apporté une tarte aux pommes faite maison, en guise de remerciement. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste laissé un mot dans la salle. Merci pour chaque moment. Maintenant, il est temps de recommencer. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait mes valises calmement. J'ai tenu à donner tout ce que je n'utilisais plus. Je voulais commencer cette nouvelle étape avec l'essentiel. Mon carnet bleu a été la dernière chose que j'ai mise dans mon sac. Il m'avait accompagné dans chaque pensée, chaque doute, chaque réponse que seul le temps m'avait apportée. 2 jours avant le déménagement, j'ai reçu une dernière lettre de ma mère. Elle était simple. Elle disait qu'elle respectait ma décision, qu'elle espérait que je sois heureuse et que quand je le voudrais, la porte de sa maison serait ouverte. Il n'y avait pas de longues excuses, ni de promesses creuses, mais il y avait un ton différent, quelque chose de plus vrai. Pour la première fois, j'ai senti qu'elle parlait en tant que femme, et non en tant que mère qui attendait toujours quelque chose en retour. Je n'ai pas répondu, mais je n'étais pas triste non plus. J'ai rangé la lettre avec les autres, et je me suis autorisée à avancer. Je n'avais pas besoin de tout résoudre pour continuer. Certaines blessures guérissent avec le temps. D'autres, on apprend à vivre avec elles sans douleur. Le dimanche,
Ma tante Fabienne est venue m'aider avec la dernière valise. Elle m'a regardée avec fierté, comme une mère qui voit sa fille prête à s'envoler. « Tu t'es déjà dit au revoir à tout ce dont tu avais besoin ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête lentement et répondu « Pas à tout, juste à ce qui me faisait mal. » Elle a souri, a posé sa main sur mon épaule et a dit « Alors, tu es prête ?» J'ai pris le train pour Paris par une matinée froide, mais le ciel était dégagé. Le soleil frappait la fenêtre et éclairait mon visage pendant que je repensais à tout ce que j'avais vécu ces derniers mois. Le rejet de ma famille, le silence choisi, la force que j'avais découverte sans crier. Et maintenant, cette nouvelle chance. Un travail plus grand, une nouvelle ville, un recommencement à ma façon. À l'arrivée, je suis allée directement dans mon nouvel appartement. Petit, mais lumineux. Chaque pièce semblait m'attendre. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air entrer et je me suis assise par terre dans le salon avec mon carnet sur les genoux. J'ai écrit une nouvelle page. Je commence ici, sans peur, sans poids, juste avec la vérité qui m'accompagne. J'ai fermé le carnet et j'ai souri. La semaine suivante, j'ai commencé dans mon nouveau poste. J'ai été accueillie avec respect. Les réunions, les rapports, les décisions importantes, tout était intense. Mais cette fois, je ne me sentais pas déplacée. J'avais ma place dans cet endroit, parce que je l'avais construite avec mes efforts, même quand personne ne croyait en moi. Et maintenant, je n'avais plus rien à prouver. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'Aurélie. Elle disait qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle avait toujours eu besoin d'être au centre de tout, que peut-être un jour on pourrait prendre un café et parler calmement. J'ai lu, j'ai respiré profondément et j'ai répondu « Je te souhaite de trouver la paix. Quand ce sera sincère, je serai là. » C'était tout ce que je pouvais offrir. Ni rancune, ni hâte, juste la vérité. Les mois ont passé. Je me suis adaptée à ma nouvelle routine. J'ai fait de nouvelles rencontres, visiter des endroits que je ne connaissais pas, et surtout, j'ai trouvé en moi quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, la tranquillité, pas une joie exagérée, ni des victoires grandioses, juste cette paix qui vient quand on arrête de se diminuer pour rentrer dans des espaces trop petits. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je sais que ce qui m'a rendue plus forte, ce n'est pas ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'ai choisi de ne pas faire à leur égard. Je n'ai pas crié, je n'ai pas riposté, je n'ai pas supplié. J'ai juste arrêté. Je me suis respectée. Et quand j'ai fait ça, la vie m'a répondu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie jamais, celui qui marche avec légèreté ne porte pas le monde sur ses épaules.